Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Le budget 2025 est à l'ordre du jour. Il en toutes les conversations et parmi les coupes budgétaires, l'apprentissage est mis à mal. On va en parler dans quelques minutes avec nos invités. Un jeu d'échecs revisité qui peut se jouer à 2, 3 ou 4 personnes. C'est ce qu'on vous propose de découvrir avec son créateur. Ce sera en seconde partie d'émission. Enfin, dans sa chronique, Louisa Garotière nous emmène au Liban où les enfants déplacés sont appelés la génération perdue. Mais avant cela, place au débat. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Capucine Lallemand. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Capucine. Vous êtes directrice du campus Île-de-France de Origami. Et également Axel Benoît par Skype. Bonjour Axel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de lycée professionnel, également co-secrétaire général du SNUEP FSU. Alors on va peut-être commencer, si vous le voulez bien, Axel Benoît, par redire en quelques mots rapidement, mais la différence entre lycée pro et apprentissage, en fait, entre formation professionnelle et apprentissage. Oui, alors on a bien deux choses différentes. La formation professionnelle scolaire est faite dans les lycées professionnels, qu'ils soient publics ou privés, qui concerne des jeunes en fait qui sont sous le statut d'élèves. Donc ce sont des lycéens à part entière, et donc ils sont une grande partie de leur temps dans les lycées professionnels à avoir à la fois des enseignements professionnels à l'atelier et autres, et des enseignements généraux. Et puis on a aussi donc des apprentis. Les apprentis, eux, sont sous un statut de salariés. Ils ont un contrat de travail, c'est de droit privé. Donc eux, ils sont au travail et ils ont dans le cadre de leur travail une partie des heures qui sont faites en centre de formation d'apprentissage, c'est-à-dire des cours avec des formateurs et non pas des enseignants. Vous faites appel souvent, Capucine Lallemand, à des jeunes qui sont en contrat d'apprentissage chez Origami? Énormément. Nous, c'est un peu notre modèle de fonctionnement parce que donc Origami, on est un organisme de formation qui est issu de l'économie sociale et solidaire et dont le but est de repérer des talents pour favoriser l'égalité des chances. Et donc nous, on propose des formations de 15 mois qui se composent d'un bootcamp de 3 mois de formation intensive et ensuite d'un an en alternance. Et donc c'est à ce moment-là qu'on fait appel à des jeunes et moins jeunes d'ailleurs, parce qu'on n'a pas que des jeunes qui participent à nos formations, qui font donc de l'alternance pendant un an. Donc oui, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Alors on va parler justement de l'apprentissage, qui aujourd'hui peut être en tout cas considéré comme mis à mal par le budget proposé par Michel Barnier. On a compris qu'il fallait faire des économies partout. Mais déjà, est-ce que c'est un secteur, Axel Benoît, qui selon vous manquait de moyens ? Manquer de moyens, ce serait vraiment avoir des problèmes de vision et de regard quand on voit toute la politique qui a pu être développée ces dernières années. Ça a commencé très fortement en 2018, même si ça avait ses racines précédemment, avec une réforme du système qui a voulu libéraliser complètement la formation. Nous, on parle bien ici d'un objectif de formation des jeunes. Alors depuis 2018, on a eu une entrée qui n'était plus celle de la formation, mais qui était davantage de permettre aux entreprises d'avoir une certaine main-d'œuvre, et ce sont des milliards d'euros, des dizaines de milliards d'euros qui ont été mis dans les entreprises par l'État. C'est de l'argent public qui allait au niveau des entreprises, avec pour une partie, quand on parle de la formation, là pour les jeunes, c'est-à-dire quand ils sont dans les centres de formation ou pour leur salaire, puisqu'ils sont salariés, mais avec un niveau de revenu qui est inférieur au SMIC, soit très fortement pour des aides aux entreprises en termes d'exonération de cotisations sociales et patronales et de subventions, très clairement. C'est ce qui s'est passé depuis la période Covid, avec des subventions pouvant aller jusqu'à 8 000 euros pour accueillir un apprenti dans son entreprise et 6 000 euros depuis 2023. C'est d'ailleurs pour ça que le président de la République lui-même évoquait une première année gratuite pour l'entreprise. C'est-à-dire, en gros, ils ont un jeune salarié, mais qui ne leur coûte rien. Donc, c'est pas, on peut pas dire que c'était... qui n'existait rien. Ce sont des dizaines de milliards qui ont été mis effectivement dans le système, mais la question que nous on pose depuis le début, c'est pour quelle efficacité ?
quelle efficacité en termes d'insertion professionnelle si on regarde de manière macroéconomique, quelle efficacité si on veut parler de qualité de la formation, et tout ça, ça n'a toujours pas été démontré. Et on a vu très clairement que cet afflux massif d'argent a débouché sur un effet d'aubaine pour beaucoup d'entreprises. Bien sûr, on aura toujours des exemples d'artisans ou de petites entreprises pour qui ça a fonctionné parce qu'ils le faisaient déjà depuis longtemps, mais ce qu'on a vu se développer très fortement, ce sont des centres de formation qui n'étaient pas là d'abord pour les jeunes, mais avant tout pour récupérer des sommes d'argent qui sont mises à disposition par le système. Oui, j'entends l'effet d'aubaine, mais j'entends aussi la difficulté pour effectivement tous ces jeunes qui veulent avoir effectivement un salaire d'entrée dans une entreprise et qui, d'un coup, vont se retrouver peut-être face à des entreprises qui vont préférer engager des stagiaires. Est-ce que c'est une possibilité aussi de ce qu'on peut voir venir, hein? Tout ça, c'est encore des supputations puisque c'est pas voté le budget. Oui, tout à fait. Et puis, finalement. Oui, je pense que c'est quelque chose qu'on peut voir venir et c'est vrai. Alors, je comprends la position d'Axel, mais c'est vrai que, alors nous, on a vraiment l'impression que l'alternance est bénéfique. Certes, c'est un investissement et c'est quand même, Axel le soulignait, un gros investissement de l'État ces dernières années, mais avec des résultats positifs puisque une étude là récente de l'APEC montre que les jeunes qui ont suivi un parcours en alternance trouvent des CDI beaucoup plus que ceux qui n'ont pas suivi un parcours en alternance. Par ailleurs, l'apprentissage, pour nous, représente une aubaine pour l'égalité des chances, parce que ça permet à des jeunes, et moins jeunes encore une fois, d'accéder à des études qu'ils n'auraient peut-être pas pu faire sans ces aides de l'État. Alors justement, vous parliez de quelles efficacités, Axel Benoît, peut-être une réponse à ce qui vient d'être dit par Capucine Allemand. Est-ce que vous vérifiez les mêmes choses? L'APEC, c'est l'association pour l'emploi des cadres. Pardon, oui. Allez-y. Si on veut vraiment aller regarder l'efficacité, il faudrait avoir des chiffres qui aillent étudier les choses en regardant toutes choses égales par ailleurs. Ce qu'on voit très clairement, c'est que nous, ce qu'on connaît davantage, hein, c'est les formations au niveau CAP, Bac Pro, mais qui peuvent se retrouver dès qu'on monte au niveau BTS également, c'est qu'on ne s'adresse pas au même public. C'est-à-dire pour entrer en apprentissage, on subit exactement les mêmes biais que pour accéder au monde du travail, en termes de discrimination, d'inégalité, etc., qu'on peut tous connaître en ce qui concerne le travail, tout a été démontré, et pour l'apprentissage, pour l'accès à l'apprentissage, ça a été démontré de la même façon. Donc on a un biais très clair, où en fait, en lycée professionnel, se retrouvent des jeunes qui sont considérés comme inemployables. C'est les termes qu'employait Prisca Kergouet, une sociologue qui a longtemps travaillé justement sur ces différences d'accès. Donc si on veut aller regarder le taux d'insertion, allons effectivement regarder pour le même type de public. Et nous, on le voit très bien dans nos lycées professionnels, où les jeunes qui sont recherchés pour aller en entreprise, ce sont davantage des jeunes qui, de toute façon, on sait qu'eux, sortant du lycée professionnel, auraient eu les mêmes chances d'accéder à l'emploi parce que c'était déjà nos meilleurs élèves, parce que c'était déjà ceux qui étaient le plus reconnus et le mieux évalués lors de leur période de formation en entreprise, puisqu'en lycée professionnel, on a aussi des semaines de stage en entreprise. On n'est pas, comme certains voudraient le laisser croire, complètement déconnecté de ces éléments. Donc, voilà. Non, mais j'entends. Alors, on va parler des économies que souhaite faire effectivement Michel Barnier. Les dernières annonces liées au vote du budget 2025 prévoient donc une économie d'1,2 milliard d'euros sur les aides à l'apprentissage. Je parle spécifiquement d'apprentissage aujourd'hui, sachant qu'on parle très souvent effectivement des lycées pro aussi sur notre plateau. On va se concentrer, si vous le voulez bien, vraiment sur l'apprentissage pour qu'on comprenne ce qui se passe. Est-ce qu'on sait déjà comment on va réaliser ces économies? Est-ce que l'un de vous deux veut répondre à cette question? Réaliser 1,2 milliard d'économies. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez monumental. Vous dites que même il y a une progression énorme, Axel Benoît. Est-ce que... il y a plusieurs pistes évoquées, hein, mais où est-ce qu'on va trouver l'argent? Si on est sur simplement l'aide ponctuelle, la subvention ponctuelle qui est maintenant versée depuis 4 ans aux entreprises, qui est de 6 000 € par apprenti embauché, puisqu'on parle bien d'embauche et de salaire. Le fait de la réduire d'un quart, effectivement, on vient déjà quasiment à ces 1,2 milliard, puisque le budget était quasiment de 5 milliards d'euros sur l'année 2023 et sur l'année 2024, on est au même niveau. Donc, juste en rabotant cette subvention, on les trouve tout de suite.
Oui, alors effectivement, la ministre du Travail, Astrid Panosyan, disait sur 14 milliards aujourd'hui de soutien public à l'apprentissage, 4 milliards sont destinés au soutien aux employeurs, 10 milliards au financement de la formation. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour mieux piloter par la qualité. Ce qui sous-entend quand même qu'il y a un problème de qualité. Est-ce que vous ressentez cela aussi, capitalement? Alors nous, chez Origami, non, pas du tout, parce que nos programmes n'ont pas changé avec l'aide, c'est-à-dire que c'est les mêmes, on n'a pas changé ce qu'on délivrait aux apprenants en fonction des aides de l'État. Donc en ce qui nous concerne, non, et d'ailleurs s'il y a une baisse de l'aide, ça ne changera pas non plus ce qu'on proposera aux étudiants. Non, alors, juste pour revenir sur le financement, je suis d'accord avec... Enfin, nous, on est d'accord pour dire, OK, il faut participer à l'effort collectif. Les économies, c'est évident qu'il faut en faire partout. Donc, pourquoi pas, effectivement, réduire cette aide accordée aux entreprises. Et si on la réduit de 500 à 1000 euros déjà, ça serait une belle économie. Alors là, ce serait carrément de 1500 euros, parce qu'on passerait de 6000 à 4500. Oui, tout à fait. Alors après, là où nous, on est un peu inquiets, c'est juste sur le fait que quand même, cette aide... Pareil, toujours selon cette étude de l'APEC, il s'avère que les PME et les TPE, pas les grandes entreprises, mais les PME et TPE, affirment que s'il n'y avait pas eu ces aides, ils n'auraient pas eu autant recours à l'alternance, ou au moins ils auraient beaucoup plus hésité. Donc le risque qu'il y a là, c'est que si on réduit ces aides, est-ce que le nombre d'alternants dans les TPE et PME risque de chuter? Et c'est quand même eux qui représentent plus de 50% des alternants aujourd'hui. Oui, parce que ce qui est mis en exergue, effectivement, c'est que le taux de chômage est très bas, effectivement. Le taux d'emploi des 15-24 ans a augmenté de 10 points depuis 2020. Et donc, on peut se poser la question de savoir si c'est en partie grâce, justement, ou à cause des alternants. C'est vrai que quand on sait que le nombre d'apprentis est passé de 317 000 en 2017 à 853 000 en 2023, alors vous l'avez dit, Axel Benoît, hein, forcément, c'est intéressant pour l'entreprise avec une aide à 800, enfin la fameuse prime à 8 000 euros pendant la première année. Elle est tombée à 6 000 maintenant, mais c'est vrai qu'on peut imaginer que le nombre d'apprentis pourrait tout d'un coup réduire très fortement. Alors que ça représente quand même, l'apprentissage, un moyen pour les TPE, PME, encore une fois, aussi pour les grandes entreprises, de recruter des jeunes et de les attirer. Oui, mais alors toute la question, c'est de savoir justement si c'est une aide pour les entreprises ou pour ces jeunes. Vous pouvez répondre, Axel Benoît. C'est exactement ça, la question, c'est est-ce que l'objectif c'est l'entreprise ou est-ce qu'on garde le jeune au cœur de l'objectif? C'est l'objectif de formation de ces jeunes, d'une première qualification professionnelle. Et c'est vrai que nous, c'est ce qu'on porte parce que on sait qu'aujourd'hui, ça reste le diplôme qui est le premier rempart contre le chômage. On a beau dire toutes les théories qu'on veut et autres, quand on a toutes les différentes études, c'est le premier rempart. Or, nous, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, je parle là du système scolaire de formation professionnelle de niveau CAP, Bac Pro, c'est la voie scolaire qui amène le plus au diplôme et qui permet le plus de réussite. Pourquoi? Parce qu'on a des taux de rupture de contrat, et c'est là-dessus aussi où, quand on parlait de qualitatif tout à l'heure, on a à se pencher. Quand on parlait de rupture de contrat, on est quasiment à 3 apprentis sur 10, 3 contrats sur 10 qui vont être rompus. Et derrière, dans 3/4 des cas, ou 2/3 des cas maintenant depuis 2022, ça se suit par un abandon de la formation. Donc on ne peut pas être satisfait de cette situation-là quand, d'un côté scolaire, CAP Bac Pro, on a des taux de sortie qui sont plutôt de l'ordre de 12% ces dernières années. Donc il y a ces éléments-là à interroger. Pour nous, ça reste le jeune qui doit être au cœur du système de formation pour avoir une première qualification professionnelle par un diplôme. Et on voit bien que le débat depuis ces dernières années, et puis d'autant plus ces dernières semaines, quand on parle d'évolution du budget, on parle davantage des entreprises. Donc ça veut bien dire que le système, à un moment ou à un autre, a été dévoyé. Alors certes, je pense notamment à l'économie sociale et solidaire, on peut avoir des exemples qui vont d'un autre cas, et l'exemple qui est donné là, avec d'abord 15 mois de formation, puis après un mois d'alternance, est peut-être justement à part. Mais il y a vraiment cette interrogation à faire. Juste pour revenir très rapidement sur le financement, on évoquait tout à l'heure cette subvention, mais depuis maintenant sa mise en place, cette nouvelle mise en place, tous les ans, l'État est obligé de verser plusieurs milliards d'euros à France Compétences pour que le système de formation professionnelle par apprentissage soit à l'équilibre. Donc si tous les ans, c'est l'État qui est obligé de remettre au pot pour que ça fonctionne, c'est bien qu'il y a un problème sur le fonctionnement du système aujourd'hui et qu'il faut le reprendre complètement. L'État participe à plus de la moitié du coût
de l'apprenti quand dans des modèles qu'on nous présente, enfin dans des pays pardon, qu'on nous présente comme des modèles, pour ne pas citer l'Allemagne, l'État ne représente que 30% des moyens qui vont faire fonctionner le système. Donc à un moment, regardons réellement ce qui se passe. Et pour nous, il y a d'autres économies à faire si on veut vraiment travailler le cœur du sujet. D'accord. Axel Benoît, juste pour comprendre, passer la première année, effectivement, et ces 6 000 € de prime ou d'aide, de soutien, on l'appelle comme on veut, de l'État, que doit payer l'entreprise ou quelles sont les aides, les subventions accordées par l'État aux entreprises? En dehors de cette subvention, une fois que c'est passé, l'entreprise continue à rémunérer l'apprenti, mais il ne le rémunère pas à un niveau des SMIC. En fonction de son âge et du niveau de diplôme qu'il passe, ça va être la moitié ou jusqu'à 75% du SMIC. Et après, par contre, dans le supérieur, on peut arriver à un SMIC et certaines branches professionnelles versent plus. Mais c'est toujours moins qu'un salarié à part entière qui n'a pas le statut d'apprenti. Et quand on dit ça valorise l'insertion professionnelle derrière, il faut aussi qu'on regarde à moyen et long terme. Certains sociologues s'y sont penchés depuis les années 2000 et ont bien montré qu'à long terme, la plus-value disparaissait. Il y avait même plutôt des difficultés à se réorienter et à travailler la formation continue. Et si on regarde vraiment en plus les taux, c'est-à-dire que si on prend, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, l'insertion professionnelle des sortants diplômés, oui, elle est meilleure que ceux qui vont sortir d'une formation scolaire et non pas par apprentissage. Sauf qu'il y en a beaucoup moins et le taux d'accès à ce diplôme va être plus faible par l'apprentissage. D'ailleurs, le gouvernement, cette année, se refuse à communiquer ce taux dans le budget, dans la préparation du budget 2025, alors que les années précédentes, à chaque fois, ces taux étaient rendus publics. Mais vu qu'ils sont moins favorables pour l'apprentissage, on casse un thermomètre, quoi. Ah bah là, effectivement, on décide de casser tout, hein, parce que c'est quand même un coup de pied dans la fourmilière. Il y a finalement peut-être une réaction à ce qui venait de dire. Non, mais c'est vrai que, alors je ne sais pas c'est vrai que nous on n'a pas la même cible en fait, puisque nous nos apprenants sont des demandeurs d'emploi. Donc c'est assez différent. On ne s'adresse pas à des jeunes tout juste sortis des études ou même infrabac. Donc pour nous, forcément, l'alternance, c'est très positif puisque ça permet à des jeunes et moins jeunes venant de tous horizons de pouvoir, sur un temps assez court, se professionnaliser avec des formations extrêmement techniques et pratiques. Et pour les entreprises, de recruter des gens dans des secteurs où parfois ils ont du mal à recruter, et donc ils emploient des jeunes demandeurs d'emploi qui ont les compétences requises. Donc nous, c'est forcément un business plutôt gagnant pour tout le monde. Et donc, je comprends tout à fait quand Axel dit qu'il faut mettre les apprenants au cœur du sujet. Évidemment, là, je partage tout à fait son analyse. Concernant les ruptures de contrat, je vous ai vu un peu ouais, alors pareil, nous, on n'a pas du tout ces chiffres-là. Donc je ne sais pas. Après, je n'ai pas les chiffres globaux sur tous les contrats d'apprentissage. Et c'est vrai que les contrats d'apprentissage qui étaient avant destinés plutôt à des CAP, BTS, etc., sont maintenant, il y en a beaucoup qui sont pour des bacs plus 3 et plus. Et nous, on a vraiment de tout. Hein. On a des gens, beaucoup de bacs plus 5, mais pas que. Et nos taux de rupture sont beaucoup, beaucoup plus faibles. Mais... Pour l'instant. Espérons que ça continue. Oui. On va revenir sur effectivement les propositions, en tout cas les mesures annoncées, éventuellement repenser tout ce modèle de l'apprentissage. Une modulation justement de l'aide par niveau de qualification, et vous venez de l'évoquer Axel Benoît, ou une modulation selon la taille de l'entreprise. Est-ce que c'est pas injuste quand on est une TPE justement, qu'on a moins de 10 salariés par rapport à une grande entreprise de 1000 salariés? Alors effectivement, les possibilités de financement et la facilité, on va dire, d'accueil sont bien différents. Et puis parce qu'il n'y a pas la même envergure, parce qu'il n'y a pas les mêmes capacités de financement d'accueil. Nous, ce qu'on dit, c'est que et c'est bien ce qu'on voit, c'est que quelle que soit en fait la taille de l'entreprise, c'est vers quoi on veut aller. Si effectivement c'est former le jeune, prendre le temps de le former et est-ce qu'il est bien un maître d'apprentissage ou un tuteur, parce qu'on a aussi ces problématiques-là où quasiment un quart des apprentis déclaraient en 2022 ou 2021 qu'ils n'avaient pas de tuteur ou de maître d'apprentissage. S'il y a quelque chose qui est cadré, est-ce que le permet le lycée professionnel justement parce que on prend du temps avec les jeunes pour les former, là ça va être positif.
Si par contre, effectivement, c'est d'avoir en fait de la main-d'œuvre à bon marché, voire gratuite, avec toutes les aides qui sont mises, on n'est plus sur l'objectif de formation du jeune au cœur. Alors j'entends bien ce qui est dit sur la particularité de Origami, mais parce qu'on ne s'adresse pas au même public, on est sur des demandeurs d'emploi, et donc sur une autre approche en termes d'insertion et de réinsertion. La difficulté qu'on voit nous très clairement apparaître, c'est que dans des entreprises, on est venu parfois fermer des postes pour à la place embaucher des apprentis. Et ce qu'on constate, et on le voit très bien au jour le jour, y compris dans nos lycées pro, parce qu'on récupère des jeunes dont les contrats ont pu être rompus, ou parfois qui étaient en SAP et voulaient poursuivre en bac pro, mais l'entreprise ne le propose pas parce que l'objectif n'est pas de former, mais d'avoir un jeune qui est en SAP et de ne pas le garder après parce qu'on va remplacer par un autre. Voilà, c'est de dire, est-ce qu'on veut être vertueux ou pas pour la formation des jeunes? Quand on regarde par exemple chez les boulangers, où on dit toujours qu'on a des difficultés à avoir un renouvellement de la profession, 39 000 boulangeries, et on a 31 000 apprentis. C'est-à-dire qu'on a quasiment un apprenti par boulangerie. Et pour autant, aujourd'hui, on reproche toujours un problème de main-d'œuvre. Depuis maintenant 2018, ce sont les entreprises qui ont la main sur l'apprentissage, puisque ça a été complètement libéralisé. On a subventionné par des dizaines de milliards d'euros depuis 2020. Et pour autant, aujourd'hui, les entreprises disent encore et toujours, mais on manque de main-d'œuvre qualifiée. On leur a donné la main avec des milliards d'euros, et on a toujours cette problématique de main-d'œuvre qualifiée qui est manquante. Et peut-être qu'il faut changer le paradigme, et quand ça concerne la formation des jeunes, il y a une première formation, une première qualification pour un diplôme, et qu'on utilise ce qui peut fonctionner très fortement, qui sont les lycées professionnels. Parce que, en fait, je voudrais juste comprendre si les entreprises décident tout d'un coup de moins engager d'apprentis, enfin, je ne sais pas si on dit engager d'ailleurs, de moins proposer la formation à l'apprentissage au sein des entreprises, faute effectivement de ces fameuses primes d'aide à l'apprentissage proposées, parce qu'elles sont abaissées donc de 1 500 €, donc de 6 000 à 4 500 €. Est-ce que finalement, ça ne va pas mettre en difficulté la formation de ces apprentis? C'est encore une fois la question que je pose. Pardon, elle est basique, on tourne un peu autour du pot, mais pour en revenir clairement sur le sujet. Encore une fois, Axel Benoît. Ça peut mettre en difficulté si effectivement on leur offre pas de place en lycée professionnel. Nous, c'est ce qu'on dit depuis la rentrée, où on a une augmentation des élèves en lycée professionnel cette année de 15 000 jeunes supplémentaires. Il y en a d'autres qui sont attendus à la rentrée 2025. Donc derrière, c'est au pouvoir public de mettre les moyens là où effectivement il y a des besoins et la demande. Aujourd'hui, très clairement, quand on prend le niveau CAP Bac Pro, quand on a mis des milliards sur l'apprentissage, c'est venu fragiliser les lycées professionnels. On est venu faire une concurrence un peu déloyale aux lycées professionnels, puisqu'on est venu prendre les meilleurs éléments pour les mettre en entreprise plutôt que d'être à l'école. Donc il y aura des conséquences pour les jeunes, mais on se doit, nous, de les accueillir, et les lycées professionnels sont toujours là pour ça. Encore faut-il qu'on leur en donne les moyens. Il y a les moyens du lycée pro, ça c'est un vaste sujet dont on a parlé souvent ici, et évidemment je vous inviterai pour en débattre dans une émission prochaine. Dans le projet de loi de finances, donc de ce fameux budget, il y a aussi le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui impacte là du coup aussi les apprentis. Un apprenti est exonéré de la totalité des cotisations salariales dans la limite de 79% du SMIC. Ce seuil sera ramené, si ça passe, à 50% du SMIC. Donc ça va concerner une grande partie des apprentis, si je ne me trompe pas, Capucine Allemand. Oui, tout à fait. Et ça, comme ce que vous disiez tout à l'heure, le fait de cette option-là, enfin, cette idée qui a été évoquée de donner des aides en fonction du niveau d'études, oui. Pour nous, ça, c'est vraiment très négatif parce que qu'est-ce que ça va impliquer ? Ça va, pour la sécurité sociale, ça va impliquer moins de salaire pour les apprentis. Et si on conditionne les aides à un niveau d'études, ça va faire que les personnes les moins qui viennent d'un milieu social plus difficile vont se contenter d'études plus courtes. Et pour nous, c'est ça le danger de ces propositions. On ne dit pas qu'il ne faut pas revoir le système. On ne dit pas qu'il n'y a pas eu des abus et qu'il n'y a pas des choses à faire. Mais par contre, on pense qu'il faut
faut organiser beaucoup mieux et essayer de flécher ces aides pour qu'elles soient le plus utiles possible et que ça implique pas une reproduction sociale. Ce à quoi vous répondrez, Axel Benoît, qu'il faut renforcer la formation professionnelle, du coup, et faire moins de stages en entreprise. C'est ça, et plus. Voilà. On n'est pas forcément pour beaucoup moins de stages en entreprise. Nous, ce qu'on porte, par contre, c'est une allocation d'études pour les jeunes. Et on voit bien aujourd'hui avoir l'argument de dire parce que les jeunes des milieux défavorisés, pour qu'ils puissent continuer leurs études, autant qu'ils aillent en apprentissage, ce que ne feront pas ceux qui viennent d'un milieu favorisé. Dans ce cas, arrêtons et transformons tout ça en allocation d'études, renforçons les bourses pour les étudiantes et les étudiants, et on aura trouvé la solution. Et les cotisations à la CSG et à la CRDS, on peut en parler 2 minutes, parce que ça aussi, j'ai trouvé ça assez fou. Quel est votre avis sur la question, Axel Benoît ? Justement, il y a ces diminutions-là, il y a la diminution aussi des cotisations patronales, les exonérations de cotisations sociales qui sont versées par les employeurs, qui sont très fortes. Ces exonérations, ça se compte en milliards d'euros pour le système, mais ça fragilise derrière aussi tout le fonctionnement de notre sécurité sociale. Si derrière il y a effectivement un problème de financement et d'aide, et qu'on aille sur l'augmentation des salaires, notamment pour ces apprentis qui travaillent, qui se retrouvent, nous on voit bien, ils se retrouvent dans un atelier de mécanique auto à travailler toute la semaine, mais à ne pas être payé qu'un tiers du SMIC quand ils commencent, après la moitié, etc. Donc c'est aussi où on met la valeur travail et la reconnaissance. Qu'il faut faire des économies, ça tout le monde l'a compris, de toute façon personne n'a le choix. Mais en revanche, c'est vrai que la question qui est plus large, et il ne nous reste que 30 secondes et vous allez conclure, Capucine Allemand, mais de se dire qu'il faut faire des économies finalement sur les futurs citoyens de demain, sur tous les jeunes qui démarrent, qui apprennent, qui sont apprenants et qui vont être les premiers à travailler demain. C'est vrai que c'est un peu curieux, non ? C'est un peu curieux, c'est un peu risqué. Nous on se dit que c'est peut-être faire des économies là maintenant pour payer le prix cher demain, quoi. C'est ça le souci. Merci à vous deux d'être venus de près ou de loin sur le plateau du Grand JT. Capucine Allemand, directrice du campus Île-de-France Origami, Axel Benoît, co-secrétaire général du SNEP FSU et puis aussi enseignant en lycée pro. Merci à vous deux. Virginie. On marque une courte pause, on se retrouve. Ils œuvrent aux 4 coins du pays pour faire bouger les lignes et casser les codes de l'éducation. Qui sont ces entrepreneurs, ces collectivités et ces citoyens qui inventent et imaginent l'école de demain? On part à leur rencontre tous les jours et on les met à l'honneur dans l'école du futur, du lundi au vendredi, avec une bande de chroniqueuses et de chroniqueurs qui ont toutes et tous une idée derrière la tech. Et puis cette année aussi, je vais vous emmener faire un tour de France de ces initiatives positives et novatrices. Vous allez voir, inspiration garantie. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Lionel Bléjean. Bonjour. Bonjour et merci de m'accueillir. Mais je suis ravie, vous êtes le créateur d'Evolution 1999, oui. Un jeu quand même. Oui, un jeu de société. Un jeu de société qui a quand même gagné la médaille au concours Lépine, médaille qui est ici. Médaille d'or au concours Lépine, oui. Oh, attendez, bravo, félicitations. Alors on peut reconnaître évidemment les pièces du jeu d'échecs. Oui. On peut imaginer qu'à la base, vous êtes joueur d'échecs, oui. Mais vous l'avez modifié. On va reprendre toute l'histoire si vous le voulez bien. Comment ça s'est passé déjà? À quel âge vous avez commencé à jouer aux échecs? Je vais y arriver. À 10 ans, j'ai appris à jouer. Et très vite, à l'adolescence, j'ai voulu le modifier pour le but de jouer avec les copains. Oui, parce que ça joue à 2 au départ. Au départ, ça joue à 2. Ça joue à 2 depuis plusieurs siècles. Oui. Et vous avez dit que ce serait quand même sympa d'en faire un jeu de société à 3 ou à 4. À 3 ou à 4, voilà. Et donc là, c'est ce que vous avez fait en créant ce plateau. Et voilà. En fait, ça mûrit pendant l'adolescence. Et en 1999, j'ai fait mon premier prototype. D'où le nom 1999. Et de Evolutio, justement. Et Evolutio 1999. Voilà, exactement. Alors, racontez-moi comment ça fonctionne. Est-ce que c'est exactement les mêmes règles que le jeu d'échecs classique? Alors déjà, on crée son plateau en fonction du nombre de joueurs. D'accord, donc là c'est pour 4 joueurs. Là c'est pour 4 joueurs, mais on peut très bien jouer à 2, chacun prend 2 couleurs. On peut jouer à 3 ou à 4. Et on peut même enlever un quartier, imaginez ici que c'est l'eau. D'accord. Et jouer à 3 comme ça. Ok. Bon, on reconnaît les pièces classiques du jeu d'échecs. C'est les mêmes pièces qu'aux échecs. D'accord. Mais le déplacement n'est pas le même pour le pion. Le pion ici peut reculer. Ah, il peut reculer de 1 ou 2 cases autant qu'il veut? Une case et manger en arrière en diagonale d'une case.
Parce qu'ici, on n'a pas d'avant ni d'arrière, ni de droite ni de gauche. D'accord. Ah oui, effectivement, c'est rotatif. Et comme c'est rotatif, oula. Mais c'est pas grave, il est plus là de toute façon. On joue à 3. Comme c'est rotatif, ah oui. Ce qui fait qu'on peut emmener un adversaire vers un autre adversaire pendant qu'on s'occupe de cet adversaire. Oh, waouh. Ah oui, alors là, on est dans la vraie stratégie. On est dans la pure stratégie. Alors c'est de la stratégie et de l'alliance de joueurs. Ça veut dire qu'en fait, pendant qu'on crée une stratégie, on peut s'allier avec un autre joueur? Oui. Attendez, expliquez-moi de manière plus basique. On peut faire des... Expliquez à un enfant de 3 ans. On peut faire des... Ah bah, les enfants comprennent très bien ça. Ah bon, d'accord. Alors un adulte de 47, alors. Dites-moi tout. On peut faire des alliances pour 1 ou 2 coups entre joueurs. On peut parler, on peut communiquer. Mais par contre, à la fin, il faut qu'il n'en reste plus qu'un. Oui, parce que l'objectif est toujours le même. C'est échec et mat pour celui qui est en face. Ça. Il faut qu'il n'en reste qu'un. D'accord. Donc. Ok. Alors, en quoi Evolutio 1999 stimule davantage, effectivement, eh bien, la fibre stratège, si je puis dire, en tout cas nos méninges, plus que le jeu d'échecs classique? Alors déjà, le nombre de joueurs. Le nombre de cases, ici on a 192 cases, dont 96 mobiles. On a la moitié des cases qui sont mobiles. Sur un jeu classique, aucune case n'est mobile. Ça multiplie le nombre de déplacements. Le milieu est traversant. Ça offre une multitude de combinaisons multipliées par des millions. Et oui, c'est ça. Tout d'un coup, je suis en panique. Je me dis, mais si je vais jouer avec Lionel, est-ce que je m'en sortirai? Pourtant, j'essaie de m'en sortir à chaque fois. Il faut faire une première partie pour comprendre le déplacement, parce que du coup, les cases sont un peu différentes. Le déplacement des roues aussi. Mais le déplacement des roues est simple. Plus on a de pièces sur une roue, plus on a le droit de la déplacer. D'accord. Si on n'a pas de pièces, on n'a pas le droit de la déplacer. Mais on n'est pas obligé de le faire. Ok, d'accord. C'est un atout supplémentaire au déplacement classique. Ok, avec 3 roues en fait différentes, on le voit bien. Hein. Oui. Alors toujours en quinconce. Okay. On arrête toujours la roue en quinconce, comme ça. D'accord. Blanc, noir, blanc ou donc, inversement? Une case. D'accord. Une case, c'est comme ça. Ok, je situe. D'accord. Bon, je prendrai des petits cours avec vous. On tourne et on joue. D'accord. C'est assez facile, vous le dites, même pour un enfant effectivement très jeune de comprendre. À 6 ans, il commence à jouer. L'intérêt vraiment de ces jeux d'échecs, parce qu'on le voit de plus en plus pour à l'école, les activités périscolaires, c'est de plus en plus proposé. Comment réagissent les parents? Les parents les parents, oui, ça sort déjà les enfants des tablettes, des écrans. Déjà, c'est un bon point. Et ça stimule beaucoup la mémoire et tout ce qui est cognitif au niveau de l'éducation. D'accord. Et comment réagissent les enseignants? Alors justement, vous le proposez? Pas encore. Alors justement, si les enseignants nous regardent, il y en a, voilà. Pourquoi pas? Oui, non, je suis prêt à faire des déplacements dans les écoles pour proposer à les écoles. Surtout qu'on peut l'adapter au nombre d'élèves que l'on veut. Alors, je n'ose imaginer votre adolescence, cher Lionel, mais si vous avez commencé à jouer à 10 ans au jeu d'échecs et que vous avez mis en place Evolutio en 1999, donc, ça veut dire quand même quelques années de réflexion sur le sujet. Vous avez commencé à penser réellement ce jeu et cet espace rotatif à quel moment? Dès le premier. Alors, c'est le nombre de cases qui a évolué, mais le fait d'avoir 3 roues, c'était le premier, c'était 4 même, 4 roues. Ça a toujours été la base. Après, il a évolué pour qu'il soit, parce qu'ils étaient beaucoup plus volumineux, des fois beaucoup plus petits, des fois beaucoup plus hauts. Il y en a eu une douzaine comme ça, pendant 25 ans. Les échecs, souvent, ont la réputation de pouvoir effectivement davantage faire appel à la réflexion, effectivement, faire appel aussi à ce qui va arriver. Hein. C'est aussi le côté prédictif de premier coup, deuxième coup, troisième coup, etc., de l'anticipation, effectivement. Est-ce que vous voyez cela davantage avec tous ceux qui jouent avec ou contre vous? Alors là, c'est un peu différent, parce qu'on a le côté plus humain avec les alliances. Donc il faut bien s'entendre avec ses camarades ou ses adversaires. Les camarades deviennent adversaires à la fin, puisqu'il faut qu'il n'en reste qu'un. Oui, c'est une alliance qui s'opère du début jusqu'à la fin. Pas obligatoirement. Ah d'accord, on peut trahir. On peut trahir. Ah oui, d'accord. C'est bien ce que vous enseignez comme valeur. D'accord. Non mais bon, évidemment je plaisante. Mais le but donc c'est on fait une alliance, mais tout d'un coup elle peut se défaire en milieu de jeu. Oui, c'est ça. Mais par quel procédé on se défait de l'alliance? Ça vient tout seul.
en fonction des déplacements des jeux de chacun, on voit très bien qui c'est qui a la main et pas les autres. Et ça, naturellement, ça... Quel type de retour avez-vous eu des enfants ? Les enfants aiment bien, parce que c'est très dynamique du coup. Et moi, je me déplace dans les clubs pour le présenter, dans ma région. Je ne fais pas encore toute la France. Mais les enfants très jeunes, 6-12 ans, adorent Evolution. Ouais. Alors, le concours Lépine, forcément, moment très marquant, j'imagine, de votre vie, de votre carrière. Un aboutissement pour Début de carrière. Début de carrière. Je vous savais jeune, mais pas à ce point. Mais Non, j'ai créé une micro-entreprise pour le vendre que l'année dernière. En fin d'année dernière. D'accord, donc tout début de carrière. Ça fait à peine un an, là. Ok, et donc ce moment au concours Lépine, comment ça s'est passé ? Racontez-nous. C'est très fatigant. C'est 500 000 personnes. Il y a les jurys qui passent dans les allées. Des fois, on ne sait pas, ils font partie des jurys. Alors, des fois, on sait parce qu'ils ont un petit badge bleu. On les reconnaît. Et ils se comportent comme des futurs clients. Ils posent des questions et des fois, on ne sait pas qui c'est. Mais ça, c'est plutôt pas mal, ça. Non, ça vous déstabilise ? C'est un peu déstabilisant. Pour un joueur d'échecs, c'est quand même rare d'être stabilisé. Non, mais après, on s'y attend, on se prépare. Mais le fait d'avoir du monde comme ça qui nous pose des questions, et on les voit passer, ils regardent, ils posent des questions à tour de rôle, c'est assez... En tout cas, une consécration pour vous, à peine un an après avoir finalement mis ce jeu à disposition et l'avoir créé. J'ai commencé à le vendre en mars. En mai, j'ai eu la médaille d'or. Après, l'été est passé et là, je suis en Suisse le mois prochain, à Genève. D'accord. Donc, effectivement, on peut imaginer les ateliers effectivement de Evolution 1999 qui peuvent se mettre en place dans les écoles très vite en France. Parfait. Écoutez, merci beaucoup Lionel Bléjean d'être venu sur ce plateau nous parler de ce jeu d'échecs tout à fait étonnant, rotatif, qui peut se jouer à 2, 3 ou 4 joueurs. On peut être à la fois allié mais aussi traître. Enfin, tout peut se passer, quoi. C'est l'avantage des jeux de société. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On va tout de suite retrouver Louisa pour sa chronique. Louisa, dans votre chronique Vue à l'étranger, on se rend au Liban où l'on estime que plus de 400 000 enfants n'ont plus accès à leurs établissements scolaires. La dernière chose dont ce pays a besoin, en plus de tout ce qu'il a déjà traversé, c'est le risque d'une génération perdue, a déploré Ted Sheban, directeur général adjoint de l'UNICEF. Pour rappel, depuis le 23 septembre dernier, dans sa lutte contre le Hezbollah, Israël a intensifié ses bombardements dans le sud du Liban et de Beyrouth. Selon les autorités libanaises, c'est plus d'1 300 000 personnes qui ont dû quitter leur foyer. 400 000, c'est le nombre d'enfants qui ont été déplacés ou séparés de leur famille, précise le responsable onusien. Plus d'une centaine d'enfants sont morts, d'autres blessés. Écoutons plutôt le témoignage de cette mère de famille au chevet de son fils Walid. Walid fut frappé par un bombardement. On a pu entendre ça dans un reportage d'Arthur Saradin sur France Inter. On lui a tiré dessus et le garçon qui était avec lui est mort. Mon fils a eu le ventre complètement ouvert et l'estomac perforé. Il a réussi à se traîner seul dans la rue et à échapper à la fumée du bombardement. Moi j'étais loin. Quand j'ai vu la fumée, je me suis effondrée au sol, j'ai pleuré, hurlé à Dieu de sauver mon petit. Mais je n'ai plus de maison. Quand ses blessures seront soignées, je ne sais pas où on ira. Mais je veux qu'il s'en sorte. Et après, on verra. 400 000 enfants déplacés, on parle de génération perdue. Certaines écoles privées sont encore accessibles car elles se trouvent dans des régions épargnées. Mais les établissements publics ferment alors que ce sont des centaines de milliers d'élèves qui avaient accès à ces écoles, dont les élèves réfugiés palestiniens et syriens. Mais alors que deviennent justement ces écoles qui sont en train de fermer, Louisa ? Eh bien, les écoles sont transformées en abris pour accueillir les familles déplacées. Les enfants passent leur journée dans les rues. Les parents installent des tentes le long des routes, sur les plages, car les écoles publiques et les centres d'accueil sont bondés. Certains enfants n'ont pas eu de rentrée. On s'inquiète aussi beaucoup sur la perte de leur apprentissage puisque violence mais traumatisme résident et définissent leur quotidien. D'ailleurs, le haut responsable de l'UNICEF parle des enfants, disant qu'ils se recroquevillent au moindre bruit fort. Évidemment, ils vivent sous le bruit des bombardements. Voici ce que confiait Kedak, une jeune fille de 13 ans vivant près de la frontière syrienne, au micro d'Arthur Saradin sur France Inter.
On a vraiment eu peur, car ils étaient très proches et on les a vraiment ressentis. On est entouré par les tirs, tout le pays est attaqué. On entend les bruits et on ne sait pas ce qu'il peut se passer. Peut-être qu'on n'aura pas le temps de s'enfuir. C'est dur de travailler et de se concentrer sur l'école parce qu'on a peur tout le temps. On ne sait pas si on va pouvoir aller à l'école le jour suivant ou si quand on est à l'école, on pourra rentrer à la maison. Alors, que demande l'UNICEF justement afin d'apporter la paix et aider les enfants à se reconstruire, Louisa? Plusieurs choses. Évidemment, tout d'abord, un cessez-le-feu immédiat, plus de financement, car à date, l'UNICEF n'a touché que 11% des 105 millions de dollars indispensables pour la survie des 3 prochains mois au Liban. Il demande de protéger les routes afin de pouvoir promettre un accueil et un accès sans encombre aux travailleurs humanitaires. Et il demande aussi, je cite, de trouver des solutions d'apprentissage alternatives pour les enfants touchés afin d'éviter que toute une génération ne soit perdue ou privée d'éducation. Jeudi dernier, la directrice exécutive adjointe de l'UNICEF concluait dans son discours lors de la conférence internationale de soutien au peuple et à la souveraineté libanaise, je cite, « Trop d'enfants ont tout perdu sauf l'espoir. Aristote disait « L'espoir est un rêve éveillé. Vous êtes leur dernier espoir. Aidez-les à sortir de ce cauchemar. » Dans la même conférence, Emmanuel Macron a annoncé une aide exceptionnelle du Liban à hauteur de 100 millions d'euros en rappelant les liens séculaires entre les deux pays et a demandé également un cessez-le-feu. Voilà, une énorme pensée. Nous sommes de tout cœur avec tous les Libanais, évidemment, du monde entier, en particulier ceux qui vivent au Liban. Merci beaucoup, Louisa. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le ZAP. Le 25 mai 1909, le jeune Armand quitte la maison de son enfance, cette maison d'école où il a grandi. Il n'y reviendra jamais. Et oui, cette maison qui est très proche de la gare où il prend son train tous les matins, puisque c'est l'école elle-même où son père, qui est directeur de cette école, a un logement de fonction. Et donc il va prendre son train, il est demi-pensionnaire. Son père aurait souhaité, espéré qu'il fût pensionnaire, qu'il ait une bourse complète. Mais il a eu une demi-bourse, ce qui est déjà pas mal. Et il part, et il ne reviendra pas, en effet, puisque il va, au cours d'une composition de thème latin, se tirer une balle dans la tête en pleine classe. 15h15. Voilà. Le coup de feu, la détonation explose. Le jeune désespéré, écrivez-vous, a laissé à la place même où il aurait dû faire sa composition un chiffon de papier sur lequel il a tracé ces mots que vous allez dire en latin bien mieux que moi. Morituri vos salutat. Moriturus vos salutat. Celui qui va mourir vous salue. Héloïse, on va commencer avec vous, si vous voulez bien. Vous dites que Paul a été conçu en réponse à la crise de confiance envers les députés. Comment cette crise, elle s'est manifestée? Depuis combien de temps ça dure? Et qu'est-ce qui vous a justement amené à créer Paul? Cette crise, je pense qu'elle dure depuis très longtemps. En revanche, nous, on s'est un peu préoccupés de cette crise-là, ou en tout cas de cette fatigue démocratique ambiante, surtout pendant les contestations contre la réforme des retraites. Donc ça date d'il y a près d'un an et quelques. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte par nos expériences respectives, Éloi était davantage côté politique, moi j'étais plutôt côté tech, et on s'est dit qu'il fallait donner une réponse plutôt numérique à cette défiance-là envers les élus. C'est une défiance qui se manifeste peut-être juste parce qu'il y a un manque de confiance en l'Assemblée nationale, mais aussi un manque de confiance en eux-mêmes. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec Paul, c'est-à-dire faire une question par jour, donc qui soit relative à quelque chose qui se passe à l'Assemblée nationale. Mais sous cette question-là, il y a un contexte et des avis pour et des avis contre qui permettent de se forger un avis quotidiennement. Donc il y a aussi cette question-là de reprendre confiance et d'être lié avec les élus de façon numérique. Quel est ton projet? Est-ce que tu peux nous le décrire? Et pour toi, à titre personnel, comment tu as réussi à convaincre le jury, justement? Quelle est ta plus-value? Moi, j'ai monté un projet avec 2 amis donc, de l'agro qui visait à sensibiliser à la pollution de l'eau en Asie du Sud-Est. D'accord. Donc on est parti 5 mois dans ces pays-là, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge, en vélo, pour rencontrer tous les acteurs du terrain, donc des entreprises privées, des associations, des chercheurs, de façon très générale, et des écoles, pour d'une part comprendre ce qui se passait, et d'autre part sensibiliser
à ce qui se passait et quel impact nous on pouvait avoir, avec aussi un peu la vision du voyage que permettait le vélo, qui permettait aussi d'attirer l'attention en fait des écoliers, de le rendre un peu plus sympa, un peu plus cool, un peu plus vivant quoi. Voilà, donc ça c'est le projet en tant que tel, ça a duré 5 mois, mais en amont ça veut dire 1 an de préparation. 1 an de préparation, et pour moi et mon équipe en l'occurrence, c'était très important de concrétiser finalement tous les apprentissages. On apprend énormément à GroupeHaritech, ça forme des ingénieurs du vivant, et donc on voulait vraiment devenir ces ingénieurs du vivant, l'incarner. Et donc c'est pour ça qu'on a monté ce projet-là. En fait, on l'a repris. C'était une association un projet qui avait été monté à cause du Covid qui avait disparu. Et donc on a repris cette association-là, on a remonté tout le projet. Et donc toute la gestion de projet derrière qui est super intéressante pour un étudiant, pour se professionnaliser ensuite. Donc c'était très chouette. Et à titre personnel, ça a été très riche. Enfin, partir 5 mois sur ces sujets-là, pouvoir mieux comprendre ce qui se passe en Asie du Sud-Est. L'idée, c'est de repartir ? Peut-être, oui, j'aimerais bien. Sur ces sujets-là, oui, le terrain est toujours, je pense, très important pour comprendre et être plus légitime derrière. Il n'arrive pas avec le pistolet tout seul en salle. Chez lui. Et il y a 2 personnes concernées. Il y a un certain Armillon, tombé dans l'oubli, un autre qui n'est pas du tout tombé dans l'oubli, Marcel Déat, le futur collaborationniste. Oui, il est dans cette classe, ils sont du même âge, et son père est un fonctionnaire à Clermont, donc il est scolarisé là, et malheureusement, la seule trace que nous ayons, et le rapport que l'inspecteur d'académie a rédigé le soir même, puisqu'il s'est rendu immédiatement sur place, ça a été l'un des premiers sur place, et c'est un des noms qui ont tout de suite été cités, parce qu'il était l'un des proches camarades, et c'est entre ces deux-là que, il y a un pacte de suicide qui se noue, en fait. Oui, parce qu'ils se sont mis un peu au défi, enfin, ayant déjà entendu Armand parler plusieurs fois de son intention, non seulement ils ne l'ont pas découragé, mais ils ont dit « t'es pas cap ». Voilà. T'es cap, t'es pas cap, je suis cap. Et en disant qu'il le ferait aussi s'il commençait. Et voilà. Et Armillon, à un moment, tape sur la table, Déat donne le pistolet à... Et le pistolet disparaît après. Et voilà. Ce qui est aussi... Possiblement subtilisé par Déat. Et ça, on n'en saura jamais rien parce que, sous l'occupation, chose curieuse, le dossier scolaire et notamment le procès-verbal de ce conseil de discipline a été escamoté. Oui, il n'y a pas de trace dans les archives du lycée. Alors comment, Paul, elle permet de recréer justement un lien concrètement entre les citoyens et les élus? Est-ce que vous voyez là déjà peut-être loin des choses? Est-ce qu'on vous en parle? Est-ce qu'à la fois les citoyens et les élus vous disent grâce à des initiatives comme la vôtre, ça y est, le dialogue commence à renaître? Oui, on a eu beaucoup de signes positifs. On a eu davantage de votants et d'utilisateurs au fur et à mesure des mois là, ces derniers temps. Donc c'était un premier vrai signe positif. Et on a aussi eu des élus qui nous ont contactés pour poser des questions directement aux citoyens. Donc on soit un peu leur plateforme intermédiaire entre des projets qu'ils ont envie de mener et leurs citoyens qui sont censés représenter. On avait notamment fait une consultation sur une proposition de loi. C'était la première qui avait été faite en France en avril, sur une proposition de loi transpartisane sur les familles monoparentales. On avait mis une dizaine de questions sur 10 jours, des articles qui étaient dans cette proposition de loi, que les députés avaient envie de débattre. Et on avait soumis ça aux citoyens qui pouvaient aussi les amender, donc proposer des modifications. Et nous, on a envoyé toutes ces modifications directement aux élus. Et ont été prises en compte, ces modifications? Oui, c'est en train d'être retravaillé, mais il y aura plusieurs articles qui ont été retravaillés via nos propositions. Enfin, les propositions des citoyens sur l'application. L'idée, justement, c'est que tous ces projets qui naissent, justement, dans l'école se concrétisent par la suite? Oui, alors dans la mesure du possible. Après, les trajectoires des étudiants de l'agro sont extrêmement diverses. Moi, j'en suis un exemple et j'ai connais beaucoup de cas dans ce cas-là. Mais d'abord, toutes les compétences que nous acquérons à l'école servent dans notre vie professionnelle, quel que soit le domaine d'application. Et puis, je voudrais insister sur un point, peut-être qu'on n'a pas en tête de manière générale, c'est que une écrasante majorité des sources, si vous voulez, des entreprises qui fabriquent des choses, viennent du capital naturel. Et de plus en plus, ce sera le cas, puisqu'on va s'éloigner davantage de l'économie fondée sur le carbone, si vous voulez, enfin le carbone inerte, le pétrole et ses dérivés, pour aller chercher encore davantage. Et la nature recèle de 1000 trésors qu'il faut soigneusement préserver, mais que nous pouvons aussi
utilisés pour fabriquer des produits qui... et beaucoup d'entreprises commencent à être conscientes de ça, que ce patrimoine est extrêmement fragile et que s'il disparaît, eh bien leur activité va disparaître. Et c'est très étonnant quand on regarde des entreprises dans des secteurs aussi différents que, évidemment, l'alimentaire, c'est évident, mais vous allez dans le domaine du luxe, vous allez dans le domaine de beaucoup d'entreprises qui font des objets avec des matériaux biosourcés. En réalité, une très grande partie de leur matière première vient du capital naturel. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a travaillé sur cette émission. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Angèle Jean-Girard, le son Thibaut Gris-Lafont, le maquillage Laure Redemont, Laura Girard et Emma Ferret à la rédaction. Demain et les prochains jours, vous retrouverez Guillaume Ouattara à la présentation. Très belle soirée à tous. Ciao.